Pour introduire cette journée, merci d'accueillir sur scène l'ancienne ministre déléguée chargée des PME, de l'innovation et de l'économie numérique et fondatrice de Corelia Capital, Fleur Pellerin, et le directeur de Madines Studio, Vincent. Bonjour à tous. Bonjour Fleur Pellerin. Bonjour. Merci d'être avec nous pour cette troisième édition. C'est déjà la troisième édition qu'on vous retrouve pour parler de sujets futuristes. Et cette année, un sujet vaste, la cité du futur. Et c'était particulièrement important pour nous, Fleur Pellerin, de vous avoir ce matin sur scène parce que tout le monde ici vous connaît, y compris pour une initiative que vous avez lancée en 2013 de tête, qui s'appelle la French Tech, et qui a largement contribué, je pense, à transformer nos régions, puis aussi nos villes. Est-ce qu'on peut dire que la French Tech, c'est une initiative que, dans un premier temps, on a tous sous-estimée et qui aujourd'hui a pris une ampleur qui nous dépasse tous? Alors sous-estimé, je ne sais pas. En tout cas, moi, il me semblait très important à l'époque où j'ai pris mes fonctions de travailler sur la visibilité de l'écosystème, parce que j'avais le sentiment, en rencontrant les créateurs d'entreprises, en rencontrant le capital risque, les investisseurs, que finalement tous les ingrédients étaient déjà là, mais que malheureusement quand on voyageait à l'international, on disait la France c'est le pays du luxe, du foie gras et du TGV, mais on parlait jamais de nos startups. Et donc je me suis dit, voilà, il faut qu'on remette tout ça en tension et surtout qu'on travaille bien sûr sur l'environnement réglementaire, l'environnement fiscal, pour améliorer les conditions de la création des entreprises, mais surtout qu'on travaille sur la visibilité de nos startups. Et c'était ça, au départ, l'initiative French Tech. Ça aurait pu rester juste un buzz de communication qui aurait fait pchit. Puis finalement, l'écosystème s'en est emparé et je crois que ça a été un vrai succès. Ça fait déjà 5 ans que la French Tech a vu le jour. Vous avez passé le relais à Axel Lemaire, qui a passé le relais à Mounir Majoubi. Quel est votre regard aujourd'hui sur l'évolution en 5 ans, entre le moment où vous l'avez lancé concrètement et les initiatives qu'on voit aujourd'hui qui sont clairement planétaires? Moi, je suis très heureuse. C'est surtout quand je voyage à l'international, en fait, que je me rends compte, quand je vais à Taïwan ou quand je vais au Japon ou en Corée, où on me demande finalement comment vous avez fait pour que la French Tech soit un succès, comment vous avez créé cette initiative, comment vous avez fait en sorte que les entrepreneurs, enfin toutes les parties prenantes s'en emparent et fassent cette marque, en fait, ce slogan. Donc c'est à ça qu'on mesure le succès, je crois. C'est au fait que finalement, ce mot, maintenant, cette expression, elle est connue dans le monde entier. Et donc ça, j'en suis très contente. Et puis après, je pense que c'est quelque chose qu'on avait vraiment construit avec l'écosystème. On avait réfléchi à la question des visas, on avait réfléchi à la question du financement, des accélérateurs, de la labellisation des villes. Donc tout ce qui s'est fait ensuite, c'était finalement des choses qui étaient dans le plan initial. Et je suis très heureuse que ça se soit fait parce que parfois, vous savez, quand les ministres se succèdent, ils détruisent ce que celui d'avant a fait ou a pensé. Et là, il y a eu une continuité. Et en fait, toutes les actions qui avaient été planifiées dès le début par mes équipes, elles ont été reprises à leur compte et mises en œuvre par mes successeurs. Et donc, c'est ça qui fait aussi que l'initiative a si bien marché. Pour mesurer ce succès, il y a un critère peut-être un peu moins rationnel qui est aujourd'hui le fait de voir de plus en plus de jeunes, mais pas que des jeunes d'ailleurs, vouloir créer leur propre start-up, prendre un risque si c'était un risque, au lieu d'aller travailler dans des grands groupes qui jusqu'ici étaient plébiscités par tous nos talents. Est-ce que on peut dire que ce phénomène dont on parle beaucoup, nous y compris sur Madines, c'est un phénomène qui reste aujourd'hui un phénomène de niche, ou est-ce que c'est quelque chose qui peut changer en profondeur la France sur tous les plans, économique, social, écologique et j'en passe? Non, je pense que c'est quelque chose qui peut changer assez structurellement la façon dont on envisage notre rapport au travail. Vous voyez bien qu'avec l'automatisation, l'intelligence artificielle, y compris dans les métiers, d'ailleurs pas forcément destinés à des gens qui sont très, très diplômés, il va y avoir un changement majeur dans la façon dont on travaille. Et donc l'entrepreneuriat ou le fait de se donner à soi-même son propre travail ou de créer sa propre activité, je pense que c'est quelque chose qui a vocation à se développer énormément. Ça correspond aussi à une tendance, je pense, de fond, à des aspirations des nouvelles générations qui veulent être plus autonomes dans leur vie ou qui veulent pouvoir avoir plusieurs vies professionnelles en une, pouvoir switcher. Et donc, je pense qu'il y aura beaucoup de changements. Moi, je me souviens que j'ai fait une école de commerce et quand j'étais diplômée, je ne vais pas dire en quelle année c'était à très très longtemps, mais beaucoup de gens de ma promo voulaient entrer chez Ernst & Young ou chez Arthur Andersen ou chez Procter & Gamble.
Personne ne disait je voudrais créer mon entreprise. Et maintenant, je crois que les statistiques, c'est que entre 20 et 30-35% des étudiants d'école de commerce veulent créer leur entreprise. Et donc ça montre bien qu'il y a eu un changement aussi de mentalité, de rapport au risque, de rapport à l'échec aussi, ou de moindre peur de l'échec. Et je trouve que tout ça est très très positif. Ça ne veut pas dire que tout le monde va réussir et que ça va être merveilleux dans le meilleur des mondes, mais je trouve que ça montre un changement d'état d'esprit qui me semble aller dans le bon sens. Le changement, il va très très vite, on le voit, hein, comme je disais tout à l'heure, chez Mania, ça fait 5 ans qu'on existe, on a commencé tout petit, et aujourd'hui on a l'impression d'être un média presque mainstream. Si je devais être critique, ou en tout cas vous poser une question, une interrogation que j'ai, mais que beaucoup d'entre vous ont, est-ce que on n'est pas en train de faire de la French Tech parfois un bel objet de communication? Quand on voit les retombées qu'il y a au CES Las Vegas, la France est la première délégation. Quand on voit aujourd'hui que notre nouveau président Emmanuel Macron il se désigne comme président de la Startup Nation, quand on voit aussi aujourd'hui toutes les campagnes publicitaires, médiatiques où les entrepreneurs sont mis au rang de rockstar, est-ce que c'est pas un peu too much? Vous savez, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Et donc moi, je pense que c'est très important qu'effectivement la French Tech, ça ne soit pas juste un slogan. Lorsque nous, on avait travaillé sur le lancement de la French Tech, derrière les mots, derrière la campagne de communication, il y avait aussi des budgets. Il y avait un budget de communication, il y avait de l'argent du programme d'investissement d'avenir pour financer, pour prendre des participations dans des programmes d'accélération. Donc il y avait du concret derrière. Et donc il faut voir si aujourd'hui il y a encore ce concret et si on soutient encore, ou s'il y a encore un soutien massif des institutions pour cette initiative. Même si, à mon avis, c'est vraiment un partenariat public-privé. Ce n'est pas quelque chose qui doit être très administratif, très planifié. C'est une initiative qui a été faite pour être donnée à l'écosystème. Mais il faut quand même qu'il y ait un peu de soutien de la part des institutions. Et donc, c'est à ça qu'on mesure si c'est uniquement de la communication ou si c'est quelque chose de tangible et de réel. Et puis, oui, c'est aussi un peu à nous, à l'écosystème, parce que maintenant, moi, je fais plutôt partie de l'écosystème, de travailler pour faire croître les entreprises. Vous avez vu les chiffres sur les levées qui sont très favorables, qui montrent que la France est un territoire attractif pour investir. Il faut qu'on aide nos entreprises à croître. Moi, mon combat maintenant, c'est pas seulement qu'on puisse créer des startups, mais qu'on puisse les faire devenir des licornes. Donc c'est ça le combat, je pense, aujourd'hui. La France devient attractive depuis 4-5 ans, hein, depuis cette vraie émergence, mais il y a des acteurs qui sont nés bien en amont, dans la fameuse Silicon Valley, qui aujourd'hui sont des géants et transforment, des acteurs notamment américains, nos villes. Je pense à des acteurs comme Uber, comme Airbnb, ou des acteurs anglais comme Deliveroo, qui n'avancent pas à armes égales. Je sais que ça a été un sujet pour vous, ça l'est encore aujourd'hui. Avec votre nouvelle casquette dans l'écosystème, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement aujourd'hui pour rendre service à notre écosystème et les faire évoluer à armes égales avec ces mastodontes? Alors moi j'ai une conviction, c'est que ça va être très difficile de gagner cette bataille parce que ces mastodontes dont vous parlez, qui sont américains mais qui aussi sont chinois, même si les Chinois on ne les voit pas encore arriver trop sur nos marchés, je pense que la seule façon de gagner dans cette bataille, où ils ont déjà pris une énorme avance, ce sera de créer des alliances stratégiques, industrielles avec d'autres zones géographiques. Je pense qu'il faut notre responsabilité, c'est de faire croître l'écosystème européen, donc qu'il y a des fonds qui puissent accompagner la croissance des entreprises, qu'on les aide à s'internationaliser, à conquérir d'autres marchés, et puis surtout qu'on les aide à créer des alliances avec des acteurs. Pour moi, c'est sud-est asiatique, par exemple, c'est ce que j'essaye de faire aujourd'hui, mais demain d'Amérique latine, après-demain d'Afrique, par exemple. Et je pense que c'est en constituant des alliances entre des acteurs très puissants, des acteurs régionaux très puissants, et qu'on exploite leur complémentarité ou les synergies, qu'on arrivera à contrer la domination des mastodontes actuels. Donc j'essaye aujourd'hui de m'y employer. Vous me parlez d'Asie, justement, vous qui voyagez beaucoup. Quelles régions, quelles villes peuvent être particulièrement inspirantes pour la France aujourd'hui en termes de transformation de nos villes? Parce qu'il est là le sujet aussi, c'est la transformation radicale de nos villes. Il y a des expérimentations intéressantes au Japon. Moi, je suis très souvent en Corée. Donc, en Corée, il y a un certain nombre il y a des démonstrateurs qui ont été construits. Il y a une ville un peu témoin qui s'appelle Songdo, qui est près de Séoul, qui a été conçue vraiment depuis le départ comme une smart city, avec une réflexion sur l'habitat, sur l'optimisation des transports, sur l'énergie. Alors, c'est pas forcément une ville telle qu'on l'imagine en Europe, où on a l'habitude des centres anciens. On a une forme d'attachement aussi
à une approche patrimoniale, urbanistique, un peu différente de ces grandes cités dortoirs où finalement il y a beaucoup de grands immeubles, tout est un peu rationnel, mais ça manque encore un peu d'âme parce que la vie ne s'y est pas déployée totalement. Mais c'est extrêmement intéressant de voir justement comment, quand on écrit sur une page blanche, on peut concevoir les espaces de vie, les transports, la mobilité, tout ça est extrêmement intéressant et je pense que c'est un terrain d'expérimentation idéal pour les entreprises ou des jeunes startups françaises qui travaillent sur ces questions passionnantes. Ce sont des choses qui existent en France aussi, non? Cette expérimentation, l'idée de créer peut-être des villes expérimentales, non? Je me trompe? On avait envisagé à une époque effectivement d'avoir des démonstrateurs, c'est-à-dire des lieux qui concentrent un peu différents types d'expérimentation dans divers domaines. Je ne suis pas sûre que ce soit complètement concrétisé, mais c'est plus compliqué dans des espaces où il y a déjà beaucoup de bâtis, ou alors construire quelque chose au milieu de la campagne. Ce sont des initiatives qui ont eu lieu dans les années 70-80 avec les villes nouvelles, mais ce n'était pas forcément des choses qu'on a envie de reproduire. Donc je pense qu'il y a un modèle à inventer, en tout cas, pour créer davantage de synergie, peut-être entre les acteurs qui travaillent sur ces sujets de la ville de demain, qui est un sujet passionnant, et dans lesquels il y a des places, je pense, à prendre. Là, les géants de l'Internet, des multinationales, n'ont pas forcément encore pris de l'avance dans tous les domaines. Donc je pense qu'il y a vraiment de la place pour de l'innovation et de l'innovation made in France. Donc oui, je pense qu'il y a un modèle à inventer pour faire croître des entreprises dans ce domaine et les faire bien collaborer. Il y a une des verticales, aujourd'hui pour information, on va aborder 4 sujets, le bien-être, l'agora, l'habitat. Et il y a le 4e sujet qui est particulièrement au cœur de l'actualité, c'est la mobilité. On parle beaucoup de Hitch, on parle beaucoup de Blablacar, de Frishti, de Stuart, d'acteurs qui transforment la mobilité dans nos villes. On en parle en bien, on en parle aussi en mal, pour parfois un système, je dirais, précaire pour certains, pour un système de plateforme et donc de simple intermédiaire pour les entreprises. Est-ce que c'est un modèle d'avenir? Est-ce que si on se revoit dans 10 ans, ce système de plateformisation sera encore bien ancré et existera encore? Je suis convaincue que oui, et la meilleure preuve, c'est que vous voyez bien que les acteurs traditionnels qui se sont opposés à l'émergence de ces nouveaux modèles ont finalement adopté aussi ces modèles et qu'ils se sont mis dans ce type de schéma. Donc, et honnêtement, ça correspond aussi à une demande, à la façon dont nous envisageons nous-mêmes nos propres déplacements. Je pense que tous les gens qui sont ici sont urbains et sont multimodaux, c'est-à-dire qu'ils emploient aussi bien du transport en commun que du vélo, du VTC, parfois une voiture. Donc maintenant, nous avons besoin de combiner pour une meilleure efficacité un certain nombre de modes de transport, et donc la plateforme, c'est ce qui va nous permettre de mieux coordonner ces façons de se déplacer, d'acheter les titres de transport. Donc pour moi, c'est complètement le modèle d'avenir, et je pense que s'il y a ici des représentants de la SNCF ou de la RATP, tous ces acteurs-là ont bien pris conscience aujourd'hui de cette plateformisation et s'engagent aussi dedans et cherchent des innovations à introduire pour faciliter la vie de leurs usagers dans ce sens-là. Si je vous pose cette question, c'est pas un hasard, c'est parce que depuis ce matin, il y a un mot dans toutes les bouches, c'est la blockchain. Je parlais de système d'intermédiaire, aujourd'hui c'est le principe de la plateforme. Est-ce que l'arrivée de la blockchain n'est pas une menace justement pour ces acteurs qui sont en train de se construire dans une logique opposée qui est celle de l'intermédiaire? Toute innovation, c'est toujours à la fois une menace et une opportunité. C'est une menace si on ne la saisit pas, c'est une opportunité si on arrive à se positionner suffisamment tôt dans la compréhension de cette innovation. La blockchain, à mon avis, c'est une opportunité énorme pour l'ensemble d'ailleurs des sujets que vous allez évoquer aujourd'hui, parce que ça concerne aussi bien probablement l'exercice démocratique que l'ensemble des services, les services financiers, les services d'assurance. Ça concerne aussi bien les déplacements, ça concerne vraiment tous les domaines potentiellement de notre vie quotidienne et de notre vie économique. J'y vois une autre opportunité, notamment pour les écosystèmes qui sont ni américains ni chinois, enfin pas les écosystèmes dominants en tout cas, c'est que finalement ce système très décentralisé va probablement permettre à des acteurs qui ne sont pas des acteurs ultra dominants de s'imposer ou
ou d'imposer un produit ou un service d'une manière peut-être plus facile que quand un marché est aisément dominable par un acteur qui est le premier acteur à avoir pris une position dominante. Donc pour moi, la blockchain, c'est aussi une opportunité formidable de redistribution de la puissance économique. Je trouve que c'est un mouvement qui est totalement fascinant, parfois pas facile à comprendre, mais qui, à l'évidence, va emporter énormément de conséquences dans notre façon de travailler, de consommer, d'accéder au savoir, d'accéder à la parole démocratique. Et je trouve ça vraiment passionnant. Si on parle de la fleur pèlerin d'aujourd'hui, vous êtes à la tête de Corelia Capital. Et la blockchain, vous connaissez puisque vous avez contribué à la levée de fonds de Ledger, une start-up dans les crypto-monnaies. Concrètement, pourquoi avoir soutenu ce genre de start-up qui est aujourd'hui dans un écosystème qui est un peu dans le flou? On ne sait pas ce que ça vaudra demain. Alors, Ledger n'est pas du tout une entreprise qui fait du Bitcoin ou qui fait de la crypto-monnaie, c'est une entreprise qui sécurise des transactions, donc c'est plutôt du côté de la sécurité des transactions qui repose sur la technologie blockchain. C'est typiquement l'exemple d'une magnifique start-up française qui a le potentiel très clairement de devenir un géant européen, voire mondial, qui est déjà très international, alors que c'est une entreprise qui est jeune. Et donc... pour moi, c'est l'exemple même du type d'entreprise qu'on doit essayer de construire. Oui, c'est vrai que l'écosystème des crypto-monnaies n'est pas encore complètement stabilisé parce qu'un certain nombre de pays se méfient un peu, veulent encadrer. Encadrer, c'est tout à fait normal. C'est-à-dire que définir des règles pour permettre à l'innovation de se déployer dans un cadre qui soit un cadre légal, éthique, c'est légitime. On voit que certains pays réagissent différemment. Le Japon est beaucoup plus allant, notamment en ce qui concerne le Bitcoin, avec des positions qui sont plutôt constructives et positives prises par la Banque du Japon. La Corée est en train de regarder et de prendre des mesures un peu plus restrictives. Mais enfin, tout ça concerne le Bitcoin. Tout ça n'obère en rien, à mon avis, le potentiel énorme de la blockchain en tant que technologie qui, demain, va servir à développer des crypto-monnaies, mais également permettre à des États de décentraliser leur administration, comme c'est déjà le cas dans certains pays du Golfe, permettre probablement de réduire les coûts de transaction sur la monnaie. Enfin, il y a un nombre incalculable, une infinité de perspectives. Et bien sûr, il va y avoir des problématiques de régulation, mais à mon avis, le potentiel de développement du déploiement de la blockchain n'est en rien atteint par cela. Question très difficile puisque personne n'est un gourou, mais parler de la façon dont cette logique de crypto-monnaie va pouvoir influencer tous les États et puis nos villes. Est-ce que vous pensez que demain en France, concrètement, on va remplacer une monnaie comme l'euro par un Cocorico Coin ou autre chose? Je ne sais pas si on va le remplacer par une monnaie qui serait propre uniquement à la France, mais ce dont je suis absolument sûr, c'est que ces technologies blockchain permettront de réduire les coûts de transaction. C'est-à-dire aujourd'hui, chacun d'entre vous a déjà fait un virement à l'étranger. Vous voyez bien le temps que ça prend, parfois une semaine. Ça coûte très cher. Ça coûte cher de retirer de l'argent à l'étranger. Bon, toutes ces démarches qui sont des démarches pas forcément quotidiennes pour tout le monde, mais enfin qui sont des démarches standards, je pense, peuvent voir leur coût de transaction pour l'usager considérablement réduite par l'utilisation de la blockchain pour sécuriser les échanges. Donc moi, je pense que l'avenir de la monnaie, l'avenir des transactions financières, oui, c'est la réduction tendancielle des coûts pour les usagers. Et donc, je pense qu'il y a un bel avenir, pas forcément pour une crypto-monnaie qui s'appellera X ou Y, mais en tout cas pour la blockchain appliquée à la finance. On aura l'occasion de revenir dessus tout le long de la journée, dans la blockchain et l'énergie, la blockchain et les transports, etc. Dernière question, Corelia Capital, c'est quoi les prochaines étapes ? Alors, Corelia Capital, nous avons doublé la taille du fonds, donc nous sommes passés de 100 millions d'euros à 200 millions d'euros. Et donc, les prochaines étapes, c'est évidemment de continuer à identifier de belles pépites européennes, puisque nous n'investissons pas qu'en France, et d'accompagner ces entreprises dans leur croissance. Et puis évidemment, à partir de l'année prochaine ou de 2019, ça sera de lever le fonds qui succédera au premier fonds que nous avons levé l'année dernière. Voilà, donc beaucoup de choses en perspective. Puis j'imagine que la porte est ouverte à tous les entrepreneurs qui ont une bonne idée. Absolument. Merci beaucoup, Fleur Pèlerin. Merci à vous, merci. Merci à tous et bonne journée.